Vous écoutez Crime Story, la tuerie de Flavin, 2e et dernier épisode. En rentrant chez lui le lundi 14 février 2000, Patrice Moulinier découvre une scène d'horreur. Sa femme, Manuela, et sa fille, issue d'une précédente union, Morgane, ont été abattues d'une balle dans la tête. Son bébé, le petit Martin, né 5 semaines plus tôt, a disparu. Malgré d'importants moyens, les gendarmes ne retrouvent pas l'enfant, pas plus que l'auteur du crime. Jusqu'à ce que des collégiens racontent avoir été approchés le jour du meurtre par le conducteur d'une BMW immatriculée à l'étranger et qui cherchait la rue où vivent les Mouliniers. Selon eux, l'homme avait un fort accent alsacien. Pendant les 34 heures de garde à vue au cours desquelles Patrice Moulinier a été entendu comme témoin numéro 1, les gendarmes lui ont demandé de fournir une liste de personnes susceptibles de lui en vouloir. Le nom de Jean-Marie von Matt y figure. C'est une vieille connaissance, un marchand de biens alsacien qu'il a fréquenté au début des années 90 alors qu'il vivait en Dordogne. Jean-Marie von Matt est réputé pour son train de vie royal, son caractère irascible et sa passion des chevaux et des armes. Il est arrivé en Dordogne en 1981 avec sa femme Simone et ses 3 fils. C'est là, à Saint-Pardoux et Vielvic, dans le château de Campagnac, qu'il a fréquenté durant quelques années Patrice Moulinier. À l'époque, ce dernier, qui vit non loin de Périgueux avec sa première épouse, côtoie assidûment les clubs de tir de la région. C'est ainsi que lui et Jean-Marie von Matt se rencontrent. Les Mouliniers rendent une première visite aux von Matt dans leur luxueuse propriété et, au fur et à mesure que le temps passe, le château devient le cadre de l'amitié qui se noue entre les deux couples, séparés a priori par leurs origines sociales. À ce stade, rien ne permet encore aux enquêteurs de s'intéresser particulièrement à cet homme. Mais le témoignage des collégiens de Flavin, qui affirment avoir aperçu le matin du crime une BMW foncée immatriculée à l'étranger et conduite par un homme au fort accent alsacien, attise leurs soupçons. D'autant que le conducteur leur a demandé la direction de la rue Saint-Pierre, où vivaient les Mouliniers. Pas à pas, les gendarmes remontent cette piste de la voiture. Le 8 mars, alors qu'ils sont à Genève sur commission rogatoire, ils retrouvent la trace d'une Opel Vectra louée à Zurich par Jean-Marie von Matt entre le 13 et le 17 février, alors que les crimes ont eu lieu le 14. Il est arrivé par avion le 13 depuis Miami, où il vit. Donc l'Alsacien était sur le territoire européen entre la veille des meurtres et 3 jours après la tuerie. Ils n'ont plus aucun doute. Jean-Marie von Matt est l'homme qu'ils cherchent. Damien Delseny, les gendarmes saisissent la voiture. Et leurs soupçons vont se confirmer. Malheureusement, ils vont trouver des traces de sang ainsi qu'une carabine de 22 long rifles qui a été abandonnée dans la voiture. Et cette carabine, elle s'avère être l'arme utilisée pour le crime de Flavin. Ces éléments vont donc achever de prouver l'implication de von Matt dans le meurtre et surtout, ça anéantit presque totalement l'espoir de retrouver le petit Martin vivant. Quelques jours plus tard, les analyses des traces de sang confirment malheureusement la mort du bébé. En tout cas, ces traces de sang appartiennent bien à Martin. Une comparaison ADN a permis de l'établir avec certitude. Et surtout, ils vont trouver aussi, cachée sous la moquette de la voiture, une autre douille vide de calibre 22 long rifle, correspondant exactement aux mêmes munitions qui ont été utilisées le 14 février par le tueur pour exécuter Manuela Blasquez et sa belle-fille Morgane. Donc, logiquement, on peut en déduire que le bébé a lui aussi été tué par balle. Ils font aussi le rapprochement avec une découverte précédente. Avant de découvrir la voiture, avant de se rendre en Suisse pour mettre la main sur cette Opel Vectra, ils se sont rendus dans le château où avaient vécu Jean-Marie von Matt et sa famille. Ils avaient remarqué, pendant cette visite qui n'était pas vraiment une perquisition, qui était plutôt une visite, ils avaient remarqué sur le terrain, dans le jardin, un important tas de cendres, manifestement assez récent. Et donc ils ont saisi une partie de ces cendres pour les examiner. Alors ça va prendre un peu de temps, mais ils formulent une hypothèse crédible et aussi crédible qu'affreuse. Ils pensent que Jean-Marie von Matt a tué le bébé, puis s'est déplacé dans le parc de son ancien château pour brûler le corps du nourrisson et laisser les cendres à cet endroit. Toute cette horreur, alors qu'on ne sait toujours pas pourquoi. À ce moment-là, les enquêteurs ont des certitudes. Les 2 femmes et le bébé ont été tués avec la même arme, sans doute
par la même personne. Cette personne, ils pensent qu'effectivement c'est Jean-Marie von Math, mais ils n'ont aucune idée de la façon dont il a pensé, organisé son périple meurtrier et surtout aucune idée de son mobile. En attendant que les autorités américaines donnent leur accord pour que 3 gendarmes français viennent en Floride, l'enquête sur la tuerie de Flavin se poursuit, avec l'analyse de la personnalité de Jean-Marie von Math. Depuis son départ en 1997 pour les États-Unis, Jean-Marie von Math a laissé aux habitants de Saint-Pardoux et Vielvic, le village où il avait son château en Dordogne, l'image d'un homme énigmatique, reclus avec sa famille, dans son manoir aux 3 tours ocre. Barricadé dans sa tour d'ivoire, le châtelain aux tempes grises et à la taille de colosse entretenait des relations volcaniques avec ceux qui tentaient de l'approcher. Il préférait clairement la compagnie de ses animaux à celle des hommes. 7 chevaux et une meute de chiens peuplaient le domaine surplombant une forêt de peupliers. L'homme était élégant et parlait fort, et se vantait de son élevage à la poignée d'invités autorisés à entrer dans sa forteresse. Le président du syndicat des éleveurs de Dordogne garde de lui un vif souvenir. « J'étais venu lui acheter une jument », raconte-t-il. « Il m'a d'abord montré la collection de fourrures de son épouse. Dans ses attitudes, il ressemblait à un nouveau riche, un gentleman farmer, mais sans la classe. Il me prenait de haut, c'était malsain. » Simone von Math, une ancienne pharmacienne, ravissante brune longiligne, goûtait peu à la condescendance de son époux. Elle est décrite comme toujours d'humeur égale et s'occupant beaucoup de ses 3 garçons qu'elle scolarisait à la maison et qu'elle emmenait faire du cheval. Au regard des riverains, la vie au château des von Math paraissait pour le moins austère. Rapidement, les rumeurs se sont mises à gonfler sur l'état de la fortune de celui qu'on appelait au village l'Allemand, en raison de son accent alsacien prononcé. Les signes extérieurs de richesse cachaient péniblement un intérieur mal entretenu, sans chauffage central. En 1997, alors que la vie et les affaires des von Math semblent de plus en plus difficiles, ils quittent la propriété de Saint-Pardoux et Vielvic. Direction la Floride, où vit un de leurs fils. Jean-Marie et Simone s'installent dans un duplex chic de Miami Beach. Au passage, ils effacent leur vie d'avant, laissant quelques ardoises en France et abandonnant quelques amitiés, dont celles qu'ils entretenaient avec le couple Moulinier. La vie s'écoule ensuite tranquillement pour les von Math à Miami, jusqu'au dimanche 12 décembre 1999. Ce jour-là, Simone meurt des suites d'une rupture d'anévrisme. Jean-Marie, qui a déjà un comportement glacial, devient alors complètement erratique. De plus en plus irascible, il hurle à la moindre contrariété et ne quitte plus son appartement. Il semble prêt à tout, ce qui alerte et inquiète ses 3 fils. L'un d'eux décide même de s'en ouvrir à d'autres membres de la famille. Damien, à la mi-février, ce fils de Jean-Marie von Math appelle la famille de sa mère en France pour lui faire part de ses inquiétudes. Alors même que le jeune homme ignore tout du voyage de son père en Europe qu'il est en train de réaliser, ce retour vers la France, et il vient juste de constater, ce fils, que son père avait déserté l'appartement de Lincoln Road à Miami Beach. Il va donc téléphoner en Alsace, qui est la région natale de Simone, qui vient de mourir il y a quelques semaines, pour alerter des proches de l'arrivée possible de son père, Jean-Marie. Le garçon est angoissé par le comportement imprévisible de son père durant les semaines précédentes. Il craint même que ce dernier n'ait dans l'idée de venir solder quelques vieux différends de famille en France, Simone étant désormais décédée. Mais ce qu'il ignore, ce fils, c'est que la cible, elle est tout autre, et à un tout autre endroit, elle se trouve à plus de 700 km de l'Alsace. Jean-Marie von Math est en fait arrivé tôt dans la matinée du dimanche 13 février à l'aéroport de Zurich. En provenance de Miami, donc, il met immédiatement le cap sur Rodez. Il a loué une voiture à l'aéroport. Et le soir même, donc, il s'enregistre dans un hôtel bon marché de Rodez. Il va régler sa chambre en liquide. Et il va demander au passage à l'employé la direction du village du bourg de Flavin. Et après avoir assassiné Manuela et Morgan, dans la matinée du lundi 14 février, von Math enlève Martin, file vers le château de Campagnac, son ancienne propriété de Saint-Pardoux et Vielvic en Dordogne. À son tour, le bébé est tué puis brûlé à cet endroit. Le soir, Jean-Marie von Math dîne seul dans un restaurant proche de Saint-Pardoux. On arrive à reconstituer son itinéraire. C'est dans cette auberge que les enquêteurs vont perdre sa trace. La seule certitude qu'ils ont, c'est que
le meurtrier, Jean-Marie von Matt, a repris un vol de la Swissair à Zurich à destination des États-Unis 3 jours plus tard, le jeudi 17 février. Début mars, alors que les gendarmes sont sur la piste d'un homme à l'accent alsacien en France, de l'autre côté de l'Atlantique, le détective Mareo est appelé pour un suicide à Miami Beach. Il a l'habitude de ce genre de dossier. Mais là, il n'a jamais rien vu d'aussi impressionnant. Alerté vers 11h du matin par le responsable de la sécurité du 100 Lincoln Road, il arrive très vite. Le gardien lui parle d'une épouvantable odeur au 6e étage. Le détective monte et force la porte d'entrée. Il découvre alors un corps en état de décomposition. C'est celui de Jean-Marie von Matt. Il ne sait pas qu'une enquête française va bientôt amener les gendarmes dans cet appartement. Mais il sait que ce qu'il voit est hors norme et il décide de relever les moindres détails de cette incroyable mise en scène préparée par le tueur de Flavin. Jean-Marie von Matt a pensé son suicide et le décorum qui l'entoure avec méthode, ordre et grandeur. Son corps gît tout au fond du logement en enfilade, face à la baie vitrée et au balcon qui donne sur l'océan Atlantique. Il est affalé sur le côté. Chemise noire, pantalon de coton à pince noire, mocassins noirs et chaussettes noires. Von Matt, une mare de sang figée autour de lui, a pris soin de déplier une toile cirée par terre avant de se tirer une balle sous le menton. Le salon de l'appartement a été transformé en sorte de chapelle ardente à la mémoire de sa femme. Jean-Marie von Matt s'est installé sur une chaise, des dizaines de photos de son épouse scotchées proprement au mur, masquant chaque centimètre carré du papier peint vert fluo. Des photos d'elle au cours de leur vie commune, mais aussi des photos prises le jour de ses funérailles, son visage ravagé par les 3 semaines de coma qui ont précédé sa mort, allongé dans un cercueil blanc, reposant dans le satin. Au dos d'une des photos, il a rédigé ces quelques mots : « Je serai bientôt près de toi ». Tout autour du cadavre sont dispersés des petits morceaux de papier. Von Matt y envoie des messages à sa femme et dit adieu à ses 3 enfants. Il leur donne rendez-vous dans l'autre monde, comme il écrit. Pour les policiers américains, le suicide ne fait aucun doute, tout comme le mobile. Von Matt s'est tué parce qu'il ne supportait pas la mort de son épouse. Dans aucun de ces petits mots, il ne fait allusion à son voyage à Flavin. Damien, il ne fait aucun doute que Jean-Marie von Matt a été bouleversé par la mort de sa femme. C'est un peu normal d'être dévasté par la mort brutale d'une épouse. Selon les enquêteurs, il aurait ainsi basculé dans une forme de folie pure, d'après ce qu'ils décrivent eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils vont d'ailleurs le formuler. Mais les gendarmes y disposent d'un autre élément, un peu plus cartésien. Au début des années 90, lorsque les von Matt habitaient le château de Campagnac en Dordogne, Simone aurait eu une liaison avec Patrice Moulinier. Une liaison dont Jean-Marie von Matt était parfaitement au courant, qu'il avait même initié. Donc c'est Jean-Marie von Matt qui, en quelque sorte, est à l'origine de ce triangle amoureux entre lui, sa femme et Patrice Moulinier. Et Patrice Moulinier et Simone, ils se font une promesse entre amants sous les fenêtres de l'imposant château de Campagnac. La promesse, c'est « on se retrouvera ensemble au paradis ». Après la mort de sa femme, Jean-Marie von Matt avait d'ailleurs appelé Patrice Moulinier, après plusieurs années de silence, pour lui en reparler. Effectivement, les 2 hommes ne s'étaient ni vus ni parlé depuis que les von Matt avaient déménagé aux États-Unis à Miami. Et von Matt va appeler Moulinier pour lui annoncer la mort de Simone, sa femme. Et surtout, il va lui faire une demande extrêmement étrange. Il va lui demander de renoncer à ce fameux serment, se retrouver ensemble au paradis. Patrice Moulinier, il est doublement surpris, d'abord d'avoir un coup de fil de von Matt, d'apprendre évidemment le décès de Simone, mais il est surtout très surpris que le but de la conversation pour Jean-Marie von Matt soit de lui demander de revenir sur ce serment. Pour Patrice, c'est une histoire ancienne, c'est une relation ancienne, il a refait sa vie depuis. Tout ça n'a aucun sens, mais au téléphone, il va quand même accepter la demande, la requête de von Matt de renoncer à ce fameux serment du château de Campagnac. Et on ne sait pas pourquoi ça n'a pas suffi et pourquoi Jean-Marie von Matt a fait ce voyage pour venir tuer les proches de Patrice Moulinier.
En tout cas, l'hypothèse la plus probable, c'est que 20 ans plus tard, von Matt, probablement dans un délire criminel, s'estime encore bafoué par cette relation adultère entre Simone, sa femme, et Patrice Moulinier, avec ce serment au milieu, et qu'il a voulu en quelque sorte réparer l'outrage. Ce qui est certain, dira un gendarme, c'est que nous sommes dans le domaine du mystique, de l'irrationnel, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En fait, c'est un souvenir qui a poussé von Matt à téléphoner à Moulinier. Il voulait en quelque sorte libérer l'âme de son épouse qui avait fait la promesse de revoir Moulinier après sa mort. Au mois de novembre 2000, 10 mois après les crimes, le parquet de Rodez annonce la clôture de l'enquête. Les dernières analyses ont confirmé de manière irrévocable que les cendres retrouvées sur la propriété de Dordogne étaient bien les restes de Martin, le nourrisson de 5 semaines. Le principal suspect étant mort, l'action judiciaire s'éteint. Patrice Moulinier doit se contenter de l'explication selon laquelle un délire mystique a poussé Jean-Marie von Matt à tuer son épouse et 2 de ses enfants pour se venger de celui qu'il avait lui-même poussé, 15 ans auparavant, à avoir une liaison avec sa femme. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode que je vous raconte avec Damien Delseny et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, vous pouvez nous le dire en nous laissant des commentaires ou des petites étoiles, et vous pouvez également écouter tous les jours Code Source, notre podcast d'actualité. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner.